Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, et ça faisait longtemps que je l'attendais cette vidéo, on va parler impression 3D et je vais vous présenter une imprimante, mais ce sera juste après l'intro. Le déballage a déjà été fait. Je vous mettrai un condensé du déballage juste après parce que, comme d'habitude, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Pour le montage, j'ai préféré retourner cette vidéo et arriver à tout condenser pour faire quelque chose de compréhensible pour tout le monde. Même une machine qui arrive montée comme celle-là, il y a des choses à faire, il faut le savoir. Tout de suite, déballage express. Le déballage est fait. Maintenant, je vais réinstaller la machine devant pour pouvoir vous montrer correctement tout ce qu'il y a besoin que vous voyez. Bon, voici la machine. On la regarde de près. Le chargeur de bobine, chez Anycubic, ça s'appelle le ACE Pro ou ACE Pro, appelez-le comme vous voulez. Alors, comme tous ceux qui ont été faits par diverses marques, il y a 4 possibilités de mettre des bobines dedans. Celui-là a une petite différence avec les autres, c'est que il fait en même temps séchoir à filament. Alors derrière, alimentation, bouton marche-arrêt. Important à voir, ici, on a une grille de ventilation. Qui dit ventilation dit ventilateur. Et vu la taille, bruyant. Ici, nous avons les 4 sorties tubes, avec les 4 tubes. Alors c'est des tubes, ce qu'on appelle PTFE, qui vont jusque dans la tête d'impression ici. Voilà. On a des petits guides en plastique à 5 emplacements qui permettent de placer le fil de commande de la tête. Voilà, jusque là, dans cette petite pièce qui vient se rajouter. Cependant, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Là, je suis bien placé pour vous le montrer. Vous voyez, des deux côtés de l'arbre, on a ces pièces. Ça peut paraître étrange, mais en fait, on a cette pièce-là qui en fait est en plastique, qui n'est pas solidaire de la pièce qui est ici. Si on le soulève, on peut complètement l'enlever. Alors attention quand vous faites ça. Ce qui veut dire que moi, je me suis fait surprendre quand j'ai sorti la machine du carton. Et en fait, non, il n'y a pas de problème. C'est juste que cette partie-là doit être solidaire. Alors comme on voit, ça a bien été graissé. Hein. Il n'y a pas de problème. Quelque chose de très important. Vous voyez ici, nous avons les coulisses. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des rails linéaires avec des galets métalliques comme ça. C'est un très bon système parce que c'est robuste, c'est très précis et ça s'écrase pas comme les galets en caoutchouc. Les galets en caoutchouc qu'il y a là. Alors c'est du POM, P-O-M. Hein, quand je dis du caoutchouc, c'est quelque chose qui est très solide mais qui n'est pas rigide complètement. Ce qui fait que si on les écrase un peu trop, ça m'est arrivé notamment sur des graveurs laser que les galets soient tellement serrés que ça a écrasé le profilé aluminium. Un peu comme celui-là. Ça l'écrase, donc c'est mort. Alors là, quand la machine est arrivée, ce galet qui est le galet tendeur, on le reconnaît à cette pièce-là, qui est un écrou excentrique. D'ailleurs, si on regarde bien, on voit que cette partie-là a pas l'air d'être centrée avec l'axe principal. C'est normal. Donc en fait, quand vous allez le tourner dans un certain sens, il va venir appuyer le galet contre le rail. Parce que de l'autre côté, les deux autres pièces qu'il y a là sont fixes. Alors, je le dis, tout est arrivé en état magnifique, mais toute la machine était, on va dire, un petit peu desserrée. Donc, je vais essayer de vous guider pour ça. Les galets tendeurs, là, il a fallu les retendre. Au niveau de la tête, en dessous, ici, il y a aussi un galet tendeur qu'il faut régler. C'est très simple, vous n'avez rien à toucher, uniquement la clé qui est fournie avec, et vous la mettez dedans, vous tournez. Le système de galet excentrique, c'est dans l'absolu, on peut tourner dans un sens, on peut tourner dans l'autre. Il y a un moment où ça va bloquer, faut pas forcer. Alors, je vous montre la technique. En fait, moi, ce que je fais quand je tends ici, je passe la main à l'aide du doigt comme ça, j'essaie de le faire tourner. Tant qu'il tourne, ça veut dire qu'il n'est pas assez tendu. On continue donc à serrer doucement cet écrou-là, jusqu'à ce que le galet ait de la résistance. Quand il commence à résister, il n'y a plus tourné. Il n'y a pas besoin de forcer comme un dingue. Hein. Le galet est tendu. Une fois qu'il est tendu, on fait celui qui est de ce côté-là. On fait celui-là. Et c'est bon. En dessous,
voyez, on a aussi un rail ici, il n'y a pas eu besoin. Alors en revanche, en parlant de ces deux rails, quand la machine arrive, les rails sont graissés. C'est très bien parce qu'ils ont besoin d'être graissés et ça fait partie de la maintenance de la machine. Une fois tous les X heures de fonctionnement, chacun verra selon son utilisation, mais de temps en temps, quand la machine est débranchée, faites circuler la tête comme ça et vérifiez qu'il n'y a pas de point dur. Des fois, il suffit qu'il y ait une petite cochonnerie qui vienne se coller dans la graisse, par exemple, et ça va vous créer un point dur, un peu comme s'il y avait du sable. Vous voyez ce que je veux dire? Mais des toutes petites particules poussiéreuses, ça peut suffire. Donc, ma solution pour faire ça, vous prenez un essuie-tout quelconque. Du WD-40, c'est très bien pour faire ça parce que ça va vous nettoyer sans vous agresser les rails. Vous les nettoyez bien. Les galets métalliques, vous les nettoyez bien. Ici, sur le côté, c'est pas la peine. Hein. Il y a un tout petit coup de chiffon si vraiment il y a besoin. Et sur les galets aussi, mais il n'y a pas de produit. Aucun. Que sur les galets métalliques qu'il y a donc sur le rail en dessous. Je vous montre pour vous ce rail-là et le rail qui est là. Mais on les nettoie bien, nickel, les deux, en faisant aller le chariot dans un sens et la tête de gauche à droite. Une fois que c'est fait, on vous livre une toute petite pochette de graisse, mais ça suffit largement pour faire un graissage. Donc on y va un tout petit peu, on en remet dessus, on fait circuler. Alors, pour une question d'électronique, si vous pouvez essayer de faire ça doucement, voilà, la vitesse, ça, pas plus vite, on s'amuse pas à faire tac, 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 parce que vous entraînez des moteurs. Ces moteurs, si on les entraîne, ils génèrent du courant. Même sans que la machine soit branchée, ce courant finit par retourner et on peut endommager les cartes mères. Vous voyez là, je vois qu'il y a plein de traces de doigts dégueulasses sur le plateau PEI, ce qu'on appelle. Il y en a qui ne font pas attention. Alors là, c'est exagéré, il y en a beaucoup, mais des fois, il y en a très peu, et ça suffit pour qu'une impression soit foirée et qu'elle se décolle. La graisse naturellement présente sur la peau, ça suffit. Ça sert à rien de mettre de la laque ou de la colle. La colle et la laque, ça sert à décoller, pas à coller, pour l'impression 3D. Donc, on la nettoie. Quand on a une plaque détachable comme ça, c'est dans le bac à vaisselle, de l'eau chaude, du liquide vaisselle. Moi, je le fais à la main, comme ça, et j'ai jamais la moindre merde. Et s'il y a besoin de le faire à chaque fois que tu fais une impression, bah, tu nettoies ta plaque. C'est pas compliqué, ça prend 30 secondes. On ne l'essuie pas en la tenant, la plaque. Perso, je la tiens comme ça, et je viens l'essuyer. Voyez-vous, par la tranche. Voilà, on la tient comme ça. Le petit truc à picot qu'il y a en pièce de rechange, c'est ça. Ça sert à essuyer la buse. Sur mon exemplaire, j'avais énormément de vis qui étaient desserrées. J'avais la courroie du dessus, là, qui était vraiment très desserrée. En jouant sur les vis ici, donc déjà, elles n'étaient pas bien serrées. En tirant un petit peu dans le sens là, de ce côté-là, et dans le sens inverse là, un tout petit peu, mais on joue en fait avec le jeu, c'est le cas de le dire. Et en serrant bien, j'ai récupéré un tout petit peu de tension, ça suffit. C'est la courroie de synchronisation, là, pour les deux axes. On a un axe de chaque côté, mais sur ce modèle, vous voyez ici, il n'y a pas de moteur, il n'y en a que un ici. Dans le principe, faut vérifier toutes les vis, là, partout. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'aime que tout soit serré. Quand on bascule l'imprimante, ici, vous voyez, vous avez les deux vis de la potence. Là, vous avez les deux autres qui sont ici. Quand elles sont desserrées, ça peut jouer énormément sur la stabilité de la potence et ça peut vous créer des défauts d'impression. Et vous allez vous demander d'où ça vient. Les deux vis là aussi, on les resserre. C'est ce qui tient le rail de l'axe Y. La partie électronique, on a un gros ventilo ici qui fait du bruit. La partie de l'alimentation, là, on a aussi un ventilo qui fait du potin. Sur la partie avant, là, de connecter, vous avez la commande pour la CE. Alors ça, c'est vraiment une idée à la con de l'avoir mis en façade. Ça aurait pu être mis derrière, même si effectivement c'est en façade pour des questions de coût. Elle est directement, la prise est soudée sur la carte mère, ainsi que les deux prises USB. Ce bel écran, qui est inclinable. Alors c'est un écran tactile, mais pas capacitif. Alors je vais allumer la CE, on allume l'imprimante. Petit signalement de quelque chose qui me bassine un peu, et je l'ai dit sur d'autres appareils. Il y a un bruit permanent, je ne sais pas si on l'entend bien.
Les ventilos ne s'éteignent absolument jamais. Dès que vous allumez la machine, c'est comme ça. C'est casse-pied. Quand vous êtes dans un bureau comme moi, c'est ultra relou. Alors je vais vous montrer avec un sonomètre ce que ça donne. Embêtant. Donc, quand vous démarrez, vous avez le droit à ça. On va essayer de regarder un petit peu ce qu'il y a là. Alors là, elle est configurée déjà, donc c'est un peu difficile de vous montrer le premier démarrage, mais vous avez toute une série de réglages. Vous vous laissez guider, c'est quand même relativement facile. Vous avez le menu Print, où il n'y a pas grand-chose dessus, si ce n'est que vous cliquez sur Print, vous avez les modèles, soit dans la machine, dans la clé, sur le cloud. Il n'y a pas de clé USB de connecter. Donc, la machine n'est pas connectée au cloud tout de suite, mais il n'y a rien à voir. Et là, c'est ce qui a déjà été fait. Ensuite, on a le menu pour l'ACE. Donc, vous avez vos 4 bobines. Vous voyez, dryer. Donc, c'est là qu'est le séchoir de filament. On peut le mettre en route, régler le temps. La température actuelle du boîtier, c'est 24 degrés. Et ça, c'est la température que l'on veut atteindre. Ça, c'est tous les outils. Donc, vous avez voilà, toutes les fonctions qui sont marquées là. Les mouvements habituels. Alors ça, c'est des outils de calibration. Une séquence d'auto-leveling, le test de vibration, le PID. Attention, le PID, il est à faire parce qu'il n'est pas fait d'origine. Quand vous allez démarrer la machine, il va faire tout un tas de calibrations, mais il ne fait pas le PID, donc faut le refaire. Ça prend 3-4 minutes à peu près, mais il faut le faire absolument. Ça peut faire une grosse différence sur la qualité de vos impressions après. Et en dernier, vous avez tout ce menu setting. Alors là, vous avez tous les paramètres de réseau, les options d'impression. Un key sound, c'est le petit bip bip quand vous appuyez, il y en a que ça énerve. Moi, je préfère l'avoir parce qu'au moins, je sais quand j'appuie bien ou pas. Alors le dernier en bas, on voit pas bien la vidéo, c'est AI détection, c'est quand vous allez utiliser la caméra. Les réglages généraux, donc ça c'est toute LED. Le langage, bon, ça doit être très compliqué à choisir, c'est anglais ou chinois. Les infos sur la machine, voilà, il détecte un ACE. Il est prévu normalement de pouvoir en mettre un second. Système Restore, c'est si vous voulez remettre tous les paramètres d'usine, les conditions d'utilisation. Je m'aperçois que je vous ai pas parlé de cette chose. Alors en fait, quand vous utilisez le multicouleur, cette pièce va devenir essentielle. Je vous montre. Regardez, quand la tête arrive là, vous avez entendu un bruit, clac. En fait, c'est un éjecteur de crotte de filament. En fait, la tête, quand il va y avoir un changement de filament, la tête vient jusque là, la buse se retrouve au-dessus de cette aire et elle va déverser un peu de filament. Et quand elle aura fini de le déverser, elle va s'en aller, regardez. Et naturellement, clac, la pièce vient éjecter la boulette de filament. Suivant les impressions, quand c'est de la multicouleur par couche, ça se passe bien parce qu'il n'y a que à chaque changement de couche qu'on va avoir une boulette. Quand vous faites une pièce multicouleur où il y a des petits points sur une surface ou une inscription sur une surface, comme ça par exemple, ça tombe bien que je vous ai montré ça. Voilà ce que ça génère de boulettes de crotte. Donc c'est beaucoup. On parlera de la pièce à la fin quand je vous montrerai un peu toutes les pièces. Pour moi, la vidéo va s'arrêter là maintenant. Pour vous, c'est tout de suite derrière, mais ça sera dans quelques jours quand j'aurai continué à vraiment l'apprivoiser, essayer de faire plein de tests d'impression différents. Parce que ce que j'en ai vu jusqu'à tout de suite est loin d'être suffisant pour me faire un vrai avis dessus. Il faut que j'ai un petit peu plus de recul. Bon, on va parler un petit peu logiciel. Là, j'ai lancé Anycubic Slicer, la version normale que vous pouvez télécharger sur leur site. Bon, je vais pas rentrer vraiment dedans, j'ai essayé de me bagarrer un peu avec. On va importer un fichier quelconque. Il y a une tour de température, très bien, ça fera un petit sujet.
On peut s'amuser à peindre. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut s'amuser à peindre. On va dire, on va prendre le rose. Et je vais peindre en rose, là. Voilà, on peut s'amuser à faire plein de choses. Il est, je dirais, quand même relativement simple d'utilisation. Mais, bon, alors j'ai fait n'importe quoi. Là, je suis en mode peinture. Je peux me mettre en mode pot de peinture. Alors, en mode pot de peinture, c'est plus facile de l'utiliser. On peut, voilà. On peut remplir chaque élément. Moi, je suis absolument pas fan du tout de cette version. Alors, on a toutes les fonctions habituelles qui nous permettent de le tourner dans tous les sens. Voilà. On sent que ceux qui ont conçu le logiciel se sont inspirés de ce qui existait. Il y a du Cura là-dedans, il y a un petit peu de Prusa Slicer, il y a un petit peu de Bamboo Studio, voilà, et d'Orca Slicer. Juste un petit détail, la langue du logiciel, c'est anglais ou chinois. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Voilà, une fois qu'on a tranché notre modèle, on fait Export G-Code to Local Disk, donc sur une clé USB éventuellement, ou on peut l'envoyer vers le cloud, ou on peut faire Remote Print, et quand l'imprimante est connectée en USB, il n'y a aucun problème, ça envoie directement à l'imprimante. C'est pas trop mal de ce côté-là. J'ai beaucoup de mal avec ce logiciel, je le trouve vraiment pas super pratique. Et depuis que j'ai l'imprimante, j'ai essayé de bagarrer un petit peu avec. J'ai essayé, tant bien que mal, de me créer un nouveau profil sur Orca Slicer, parce que je ne savais pas qu'Anycubic avait fait de son côté la même chose. Et désormais, on a un nouveau slicer, un découpeur, trancheur, appelez-le comme vous voulez, qui s'appelle Anycubic Slicer Next. Je vous le présente là tout de suite. Les habitués de Orca Slicer vont reconnaître tout de suite la chose, ou Bamboo Studio. Les deux sont très proches. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans Orca et qu'ils ont remis là, c'est tous les paramètres de calibration. Alors, on va pas rentrer dans le détail parce que j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure des heures, mais ça peut vous permettre de vous faire des profils pour chaque type de filament, on va dire, hein. Telle marque, du PLA, et ainsi de suite. Voilà. Et ça permet d'avoir les meilleurs rendus possibles, mais il faut les faire bien en faisant très attention à ce qu'on fait. Voilà. Il y a des vidéos qui parlent de ça. En cherchant sur YouTube, on trouve tout ce qu'on veut. Pareil, on va pas s'attarder pendant des heures. Si vous voulez que je vous fasse un tuto sur Prusa Slicer Next, ça sera avec plaisir. Vous me le demandez dans les commentaires et on verra ça. Bon, il est très facile. Vous voyez, hein, Anycubic Chromat 3 Nozzle, copie. Pour éditer les paramètres, vous cliquez sur le petit crayon à côté, vous avez tout un tas de paramètres que vous pouvez modifier. Vous faites la petite disquette pour la sauvegarde et vous le renommez, vous lui filez un nom différent. Par défaut, copie, c'est lui qui vous le met. Ça permet au moins de ne pas se gourer. Et puis s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous avez le paramètre d'usine, hein, Anycubic Chromat 3, 04 Nozzle. Bon, là, il y a plein de bobines. On peut en mettre beaucoup. Au niveau des filaments, ça ne veut pas dire que vous avez deux ACE Pro, ça veut dire que vous pouvez utiliser plusieurs filaments. Ça peut être avec sans ACE du tout, hein. C'est juste qu'à la fin de chaque couleur, il va attendre que vous remplaciez la bobine. Quand vous avez un ACE, il va faire les 4 premières. Le truc, c'est de les changer au fur et à mesure. J'ai déjà fait ça sur la Bamboo, ça marche super bien. Bon, on va faire rapide. Voilà, on a exactement, c'est un Orca. L'intérêt qu'il y a par rapport à ce que j'avais commencé à faire sur Orca, c'est que là, vous avez le bouton, on va faire pareil, on va aller... Bon, là, j'ai choisi un... Voilà, c'est un cas particulier. L'intérêt d'Orca, c'est qu'on peut faire ce genre de choses. On a plein de plateaux qui vont être imprimés les uns derrière les autres, mais quand vous faites découper un plateau, voilà, on a tout un tas de composants. On a tout de suite le Remote Print et Export G-Code. On retrouve les deux mêmes commandes. Dans le Orca, il ne sera pas capable, parce qu'il y a certains paramètres qui ne sont pas implémentés dedans, et il ne sera pas capable de faire le Remote Print.
vous allez être obligé de faire un export G-code sur la clé USB de manière standard. C'est pas très compliqué. Alors, il y en a qui peuvent préférer utiliser Orca, ça reviendra au même autrement, hein. Je pense qu'il y a quasiment que ça qui va différer. On va abréger. Pour moi, je recommande vraiment l'utilisation d'Anycubic Slicer Next. Je vais vous mettre un lien. Allez, on continue avec tous les exemples que j'ai pu faire et je vous montre un petit peu tout ça. On va arriver maintenant à la conclusion de cette vidéo. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, mais il y a dedans beaucoup de tests. J'ai passé énormément de temps à faire des tests. Je voulais essayer d'inclure de nouveaux filaments dans Anycubic Slicer Next. Si on veut faire les choses bien, ça passe par tout un nombre de tests plus ou moins compliqués. Et j'ai une petite pochette là qui est pleine de trucs, de tests et de machins divers et variés. On y passe des heures, c'est pour ça que ça a été long. Mais à la fin du compte, ça permet de faire les trucs les plus précis possibles. Alors, je vais rassurer tous ceux qui n'ont jamais fait d'impression 3D. Il y a ce qu'on appelle des présélections génériques. Donc, vous allez avoir PLA générique, ABS générique, et ainsi de suite pour chaque type de filament que vous allez mettre. En général, ils fonctionnent bien. C'est des très bons compromis. Vous avez ceux d'Anycubic, vous allez avoir les génériques qui vont être intégrés de base dans le Slicer Next. Normalement, avec ça, vous vous en sortez. Si vous voulez faire des choses un peu plus pointues, il faudra, avec l'expérience, commencer à faire vos propres présélections en passant par tous les tests divers et variés. Alors, il y a des trucs pas terribles, hein, mais je vais vous montrer les trucs pas terribles d'abord, et puis je vous montrerai les choses bien que cette imprimante sait sortir après. Dans les tests, tous ne sont pas très jolis. Ça, c'est une catastrophe, mais ça m'a donné la valeur qu'il me fallait. Celui-là, voyez-vous, c'est un test un petit peu de vitesse d'impression. À la fin, il est moche. Ça, c'est un test qui permet de voir beaucoup de choses. L'impression dans le vide, les ponts, ce qu'on appelle les ponts ici. Là, c'est moche. Mais alors, je vous rassure, c'est du PLA. C'est pas moche avec tous les PLA. C'est pas moche avec les filaments de cette marque. C'est juste moche avec ce modèle dans cette imprimante. Je vous avais déjà parlé la dernière fois dans la vidéo sur l'impression 3D que chaque imprimante va être différente. Un filament qui passe super bien sur une imprimante pour une raison qui peut être mécanique, qui peut être environnementale, je dirais, donc d'humidité, de température, de vent dans la pièce, ça paraît con. Ça, c'est une imprimante ouverte. Le réglage de cette imprimante ouverte, si je le mets sur une imprimante fermée comme celle-là, il va pas forcément aller. Peut-être qu'il peut aller bien, peut-être que ça va être une cata. Je vais revenir sur quelque chose qui m'a beaucoup cassé les pieds sur cette imprimante au départ. C'est l'histoire des boulettes. Ici, sur le côté de la tête, à chaque fois, comme dans toutes les imprimantes, quasiment depuis toujours, quand un filament est inséré dans l'extrudeur, la tête d'impression, l'imprimante fait une purge. Il y a plus ou moins de filaments. Sur mon ancienne, il purgeait à ça du plateau, donc ça faisait un filament qui descendait, qui finissait par s'entortiller un petit peu comme ça. Sur les imprimantes un peu plus modernes, comme celle-là, ou comme la bambou, ça fait des petites boulettes très serrées, qui ressemblent beaucoup plus à ce genre de choses, vous voyez. À chaque fois qu'on insère un filament, il fait une bouloche. Mais ça a toujours été. Mais maintenant, avec les imprimantes multicouleurs, ce phénomène se multiplie. Si on fait un peu ce genre de pièces,
voyez, où il y a juste une inscription. À chaque fois qu'il va changer, il va imprimer la forme générale de la pièce, il va changer de couleur, il va imprimer le texte en noir, à la limite il va faire 2 couches pour gagner du temps, comme ça après il peut refaire 2 couches de blanc, et je sais plus combien c'est. Pour cet exemple-là, hein, c'est un exemple. C'est fait sur, je sais plus, c'est 3 couches ou 4 couches de noir pour l'inscription. Et bah à chaque fois qu'il va changer de couleur, il va te pondre une bouloche. Et sur l'Anycubic, il en pond 2 à chaque fois. J'ai pas encore trouvé où on réglait ça, mais je vais chercher et je vous le dirai. Imaginez certaines figurines où il y a des couleurs partout. Vous faites un lion, une panthère, ce que vous voulez, il y a plein de couleurs partout. Là, à chaque fois qu'il va, des fois pour un petit trait de 3-4 mm, il va faire des allers-retours, changer de filament, et à chaque fois, il tire une boulette. Et sur l'Anycubic, le problème, justement, c'est que il tire des boulettes, vraiment, et ça part dans tous les sens. Et je comprends pas qu'ils aient pas pensé à ça, qu'ils aient pas proposé directement une solution à imprimer. Ils auraient mis un fichier dans l'imprimante en disant tiens voilà vous avez telle pièce à imprimer, ça vous fait une petite poubelle pour les boulettes. Non. Alors maintenant je vous rassure, on en trouve un petit peu sur tous les sites. Moi j'en ai trouvé sur le site des créateurs d'Anycubic vu qu'ils ont fait aussi un site de créateurs. J'en ai essayé plusieurs sortes. Il y en avait un qui me plaisait bien. J'ai commencé à l'imprimer. Normalement, la pièce ici est censée monter là, et il y a marqué Anycubic ici. Mais il s'est arrêté là, et puis il y a eu un problème, je pouvais techniquement pas reprendre. C'est ballot, je profite un peu de la lumière, vous voyez, il n'était pas si moche que ça. C'était correct, c'est pas la plus belle pièce que j'ai jamais vue, mais c'était correct. Je l'ai refait, puis il m'a refait des coupes en dab, comme un fait exprès. J'avais plus de noir, donc on a continué avec du gris. Le noir, c'est du PLA+, normal, et le gris c'est du high speed, c'est pas drôle sinon. Et il m'a refait le même bug au même endroit quasiment, et à chaque fois impossible de reprendre. Alors je précise, la première version imprimée, elle était faite avec le Anycubic Slicer, le numéro 1 que je vous ai présenté. Je me suis dit, le problème vient peut-être du slicer. J'ai essayé de faire une impression avec Orca, et il m'a donné ça. Mais comme il y a des paramètres qui allaient pas bien, j'ai rebidouillé un petit peu et j'ai réussi à le finir. Mais alors là, pardonnez-moi l'expression, mais c'est une horreur. Il est dégueulasse. Alors, sur le côté, il y a pire, mais là, c'est le paradis du moche. Ah, il était au bout. Regardez à l'intérieur la couleur, mais c'est une horreur. J'avoue que je comprends même pas comment, sans changer les réglages, il passe de ça, bon, qui est pas magnifique, mais qui est pas si pourri que ça, à ce truc qui est une horreur absolue. Donc là, je vous avoue que à ce moment-là, j'ai un petit peu douté de l'imprimante. J'en ai profité pour refaire quelques vérifs et tout, de refaire toute la procédure de base. Je me suis dit, ça se trouve, inconsciemment, j'ai touché à quelque chose qu'il fallait pas, j'ai tout vérifié, j'ai rien trouvé. Puis de toute façon, j'avais un problème technique. Le bras, quand il est un peu en haut, parce que vous travaillez sur des pièces hautes, je vous signale que ça, on le pose sur la table à côté. Il monte pas avec la machine. Donc à un moment, bah, la boulette, elle passe au-dessus. Donc ça, finalement, bah, j'ai imprimé 3 fois pour rien parce que c'est pas bien. J'en ai trouvé un autre, bien mieux. C'est ce modèle-là. Alors déjà, il est plus haut. Basiquement parlant, il est plus haut. Il est très joli, regardez ça. Et pour le coup, regardez de près. J'ai changé le modèle. J'ai pas changé les réglages. On est passé du très moche, là, à ça. Allez, tout n'est pas en rose. On a les ponts. Et là, les ponts, là, bête, là, pas beau. Autant l'incliner ici, si on le regarde, voilà, la pièce, elle a été imprimée comme ça. L'incliner ici, oh, il est nickel, hein, il n'y a rien à dire, regardez. Il est nickel. Mais en dessous, là, toutes les parties, les ponts, ce qu'on appelle, ils sont pas bien. Ça veut dire qu'il y a un petit réglage qu'il va falloir bricoler. Mais bon,
ça l'empêche pas de fonctionner. Cette pièce vient se mettre comme ça, là, ici, pile, nickel. Et quand le système tire la bouloche, et ben la bouloche vient taper dedans et elle tombe là, dans le fond du bac. Super petit accessoire. Forcément, le premier test que j'ai fait, parce que c'est les premiers tests que j'ai vus, c'était des Benchy. Alors, c'est pas les plus beaux Benchy du monde. Mais, il y a quelques petits cheveux d'ange dans la cabine. Je trouve quand même que c'est relativement propre. On a des petits défauts ici. Mais il faut dire qu'il est imprimé à grande vitesse. Je sais plus combien c'est, 13 ou 14 minutes pour ce Benchy-là. Et j'ai refait la même chose avec du High Speed PLA parce que je voulais voir si ça marchait mieux. On a sensiblement les mêmes défauts, quasiment aux mêmes endroits. Alors je précise que c'est pas un fichier que j'ai mis dans l'imprimante, c'est ceux qui sont dans l'imprimante. Hein. Ça m'embêtait d'en rester là. Je me suis dit, je veux absolument faire un test multicouleur propre. Vous l'avez entreaperçu un petit peu plus tôt dans cette vidéo. C'est lui. Regardez-moi, cet engin, il est énorme. J'en avais vu des fois des gros dragons comme ça, articulés, mais souvent ils sont un peu lisses, ils sont, je dirais, plus faciles. Celui-là torture beaucoup plus l'imprimante parce que il y a des pointes partout. Si vous devez avoir des cheveux d'ange, on va voir que ça. Plutôt que ma tête, regardez les limites de couche. C'est vachement propre. Là, quand je vois ça, je me dis que effectivement cette imprimante fonctionne bien. Donc on va pas y passer le réveillon. Je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais cette imprimante m'a été envoyée par Geek Buying. En ce moment, il y a des prix. Elle est à 419 balles si je dis pas de bêtises. Mais bon, si vous regardez la vidéo dans longtemps, ça sera plus le cas. Mais est-ce que pour ce prix-là, elle tient la route? J'ai pas grand-chose à lui reprocher, hormis cette espèce de brouhaha, ce bruit de fond de ventilo. Ça n'est que des bruits de ventilo. Les bruits de déplacement sont pas excessifs. On est loin de l'avion de chasse qui est ici, qui fait un potin démentiel. Mais je dois dire que dans le bureau, quand on est affairé à faire un boulot un peu précis et qu'on a ce bouf de 45 dB, vous avez pu voir, en permanence, c'est fatigant. Hormis ça, elle tourne bien. J'ai juste pas essayé le côté séchoir à filament de la CE, mais perso, je pense pas que je vais l'utiliser. Si j'ai des problèmes d'humidité, je me ferai des petits conteneurs à silica gel que je mettrai dedans, parce que c'est vrai que les séchoirs à filament, ça a un côté bouffeur d'énergie qui me plaît à moitié. Comme d'habitude, à la question « Est-ce que cette imprimante fait le boulot qu'elle annonce ?» Je dirais oui, en mettant une toute petite réserve sur les 600 mm/s que je n'ai pas pu démontrer. Et ça j'aime pas ça en général. Autrement, pour toutes les tâches d'impression classiques, je n'ai pas eu de problème. Le plateau PEI noir, il est bien. Donc, pour moi, oui, 420 balles, on va dire, pour une imprimante 4 couleurs, oui, ça vaut le coup. Et oui, je valide. C'est une bonne machine. Je pense qu'elle vaut le prix qu'elle coûte. Je peux difficilement dire autrement. Voilà, vous savez tout. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Posez-moi toutes les questions que vous avez à poser. Faites-moi part de votre expérience, que ce soit sur cette imprimante ou sur une autre du même type. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.